Alors là, je demande à voir Paris dans 1000 ans à peu près. Comment, que va devenir Paris dans quelques centaines d'années? Alors, déjà, je vois beaucoup de nouvelles constructions très cristallines, très transparentes, qui ont des formes un peu comme des églises gothiques avec des alcôves et à travers ces constructions transparentes, il y a quelques monuments traditionnels qui ont été conservés. Euh, donc, il y a Notre-Dame. Notre-Dame a été pratiquement préservée. Euh, je regarde ce qu'il y a au niveau de la tour Eiffel. Euh, la tour Eiffel, elle est relookée et elle a une forme, enfin la forme, la structure est à peu près identique, sauf que son, la matière qui la constitue est plus transparente. Elle ressemble un peu à la structure des autres bâtiments assez cristallines et elle est utilisée comme, comme tour Tesla en fait pour générer de l'électricité, de l'énergie libre. Elle brille vraiment plus que la tour Eiffel actuelle, sans nécessairement y ajouter des éclairages artificiels. Elle brille comme si la structure cristalline à l'intérieur, qui ressemble à une structure cristalline, émettait de la lumière. Alors je regarde du côté du Louvre. Euh, Au niveau du Louvre, la pyramide inversée a été enlevée. Euh, la pyramide du Louvre a été enlevée complètement. Euh, je vois un jardin à la place, l'extension des Tuileries probablement. Euh, alors c'est- les structures extérieures du Louvre sont préservées, mais c'est pareil, c'est comme s'il y avait sur la pierre d'origine un revêtement cristallin qui, comme si ça servait à protéger en fait la pierre pour qu'elle ne noircisse pas ou qu'elle ne vieillisse pas avec le contact de l'air, je pense. C'est presque comme un vernis en fait. Euh, et les pierres ont été d'origine ont bien été grattées, donc elles sont bien claires, elles sont très claires.
et avec en plus ce revêtement cristallin, bah, c'est assez brillant, c'est assez lumineux. Euh, alors si on rentre à l'intérieur des bâtiments, il y a plein de choses qui ont été changées justement parce que on nous a, on nous a transmis plein de mensonges sur l'histoire de l'humanité et en fait le musée du Louvre en fait il à ce moment-là il présente en fait aussi des galeries entières sur les mensonges qui ont été exposés en fait à travers notamment ces zones d'exposition et puis il y a il y a des objets notamment qui ont été trouvés euh, ben, il y a des trucs de l'Antarctique aussi notamment. Il y a des objets qui ont été trouvés en Antarctique. Il y a, il y a une présentation avec certains objets d'origine ou alors des copies euh, d'endroits où sont situés les géants endormis. Euh, c'est c'est une présentation en fait de plein de choses qui avaient été cachées aux, aux habitants de l'ancienne Terre et qui maintenant sont vraiment exposées en pleine lumière, on va dire, dans ces galeries-là. Il y a aussi des galeries qui présentent aussi des analogies, euh, les, l'origine de certains objets ou certaines architectures ou certains objets culturels qui ne sont pas d'origine terrestre, hein, humaine, mais qui sont d'influence extraterrestre ou non humaine. Donc, le musée présente aussi les influences extraterrestres sur notre culture, euh, sur tout ce qu'on croit avoir créé et en fait qu'on a juste importé de civilisations extraterrestres ou intraterrestres, mais surtout extraterrestres. Euh, donc il y a vraiment une bonne partie du musée qui sert à renverser en fait le masque, le mensonge matriciel de l'ancienne Terre. C'est, ça fait partie, une partie importante du musée du Louvre. On y voit aussi certains objets qui sont, plutôt des copies là, des objets qui sont carrément extraterrestres et qui sont quand même connectés à l'évolution de notre civilisation, sans en être pourtant euh, une importation, mais qui ont des connexions en termes de sens qui sont significatives. Euh, alors, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui est exposé au Louvre, hein, parce que là,
ça serait pas une vidéo d'une demi-heure. Euh, je continue la promenade dans Paris. Alors les berges de Paris, elles sont toujours présentes, elles sont toujours aménagées. Euh, c'est, euh, c'est, on dirait c'est comme des arcades, pareil, des structures un peu cristallines. C'est pas vraiment des ponts, c'est-à-dire que ça sert pas pour communiquer, faire communication entre les deux rives, mais c'est presque décoratif en fait. Euh, et ça ressemble un peu au niveau esthétique euh, euh, comment? C'est, je cherche. Ben c'est pareil, c'est le style au niveau artistique, c'est le même style que la Tour Eiffel. Donc c'est la Belle Époque. euh, c'est un peu le style Belle Époque. Euh, il y a des formes qui font penser un peu à des plantes, des feuilles, des bourgeons. Euh, et c'est repris en fait, ce style-là, il a été intégré et repris et un peu amplifié en fait, exagéré un petit peu euh, tout au long de la Seine sur la zone de Paris. C'est un peu, ouais, ça fait pas parc d'attraction, mais ça fait quand même un peu en, enjoliver Paris sur la base de ce qui existait en fait, hein. Euh, et puis il y a tous les, en fait ce qui a été préservé, c'est des bâtiments qui ont soit vraiment une importance sur le plan culturel, soit qui ont une esthétique du type Belle Époque des années 1900. Je retrouve pas le mot que je cherche, mais bon, c'est pas grave. Euh, et alors il y a, je regarde s'il y a toujours des péniches. Je regarde ce qu'il y a. Je vois pas de péniche en fait. Alors, je vois pas de péniche. Euh, c'est un, oui, la scène est plus dégagée, c'est-à-dire qu'il y a moins de choses qui flottent dessus. Par contre, il y a des systèmes pour se déplacer presque en apesanteur, euh, enfin en antigravité, au-dessus de la Seine. Ça va faire sourire, hein, mais ça ressemble à des tapis volants. C'est-à-dire, faut imaginer un tapis transparent, presque transparent. C'est très plat, c'est très fin, et les gens s'assoient dessus. Les gens s'assoient dessus, et puis ça se déplace à peu près à 1 mètre au-dessus de l'eau, comme ça, lentement, comme si les gens, à la vitesse où les gens marcheraient sur l'eau, quoi. C'est c'est très, c'est un peu coloré quand même, parce que sinon, ça serait, enfin, c'est quand même un peu, c'est transparent, mais c'est un peu coloré pour que ça soit bien visible quand même. Et je vois ça, quoi. Bon. Euh,
Alors sinon, il y a globalement beaucoup plus de jardins, d'arbres. Euh, il y a des grandes allées à travers la nature, les parcs. Il y a beaucoup plus de parcs et c'est beaucoup plus aéré. Il y a plein de grands bâtiments très très hauts qui ont été enlevés, hein, par exemple du côté de Chinatown, là où il y a plein de buildings là, où la défense, tout ça, ça a été rasé, hein, euh, il reste quelques bâtiments d'origine qui ont vraiment une signification importante sur le plan historique et puis esthétique. Puis le reste, ça a été transformé. Et puis il y a beaucoup moins d'habitants. Il y a beaucoup de zones qui étaient des zones d'habitation, des bâtiments haussmanniens dans le centre de Paris qui sont transformés en parcs. En parc avec, il y a des grandes fontaines. Bon, bien sûr, il y a le parc de Luxembourg avec la grande fontaine. Là, ben, ça, c'est toujours là. Elle est beaucoup plus jolie d'ailleurs. Elle a été agrandie. Et puis, il y a vraiment un G au milieu là qui monte très haut. Et puis, oui, donc il y a plein de bâtiments, soit des bâtiments administratifs, soit des bâtiments d'habitation ou des bâtiments commerciaux qui ont été enlevés, hein, et remplacés par des zones, des parcs avec de la végétation. C'est très, très coloré. Et puis il y a comme j'ai dit, beaucoup de structures euh, cristallines, en arc un peu. euh, c'est difficile à décrire. Euh, si on se promène dans Paris, en fait, c'est hyper calme. En fait, on entend les gens causer. On a l'impression qu'on est dans un grand parc gigantesque, mais que voilà, on n'entend pas presque pas de bruit. C'est hyper calme. On entend les oiseaux chanter, un peu le vent, et puis de temps en temps un véhicule qui passe dans les airs, quoi. Mais ça fait presque pas de bruit, ça fait un espèce de comme ça, mais c'est tout, quoi. Juste pour signaler un petit peu sa présence, mais c'est ridicule. Et puis, comme la concentration humaine est beaucoup plus faible, c'est aéré, quoi. On y respire, quoi. C'est pas comme le Paris étouffant actuel. C'est vraiment, c'est très joli. C'est très joli. C'est vraiment apaisant et ça fait un peu comme un grand parc de détente avec des aspects culturels à l'intérieur, quoi. Donc ça, c'est pour Paris. Euh, et je résiste pas à vous parler un peu d'autres sites qui, qui sont quand même assez importants. Là, on sort de la France et je vais regarder un peu les pyramides égyptiennes. Le site de Gizeh, comment est devenu le site de Gizeh sur la nouvelle Terre? Alors, ce que je vois, c'est qu'en fait, les principales pyramides de Gizeh, donc Khéops, hein, elles ont été, c'est presque comme si elles avaient été rénovées.
Elles sont opérationnelles, c'est-à-dire qu'elles servent vraiment à produire de l'énergie. Et pour ça, en fait, elles ont été rénovées dans le sens que on a reconstitué ce qu'elles étaient à l'origine euh, pour pouvoir produire cette énergie avec un revêtement blanc en surface et un pyramidion tout en haut. Le pyramidion, je ne sais pas en quoi il est fait. Ça brille un peu, c'est de l'or, je crois. Ah ouais, ça serait bien de l'or. Ouais. Et, euh, donc le revêtement blanc, je sais pas, c'est un matériau qui n'existe pas actuellement. Il a, enfin, sur l'ancienne Terre, ce matériau n'était pas encore existant. C'est un matériau qui a été créé plus tard sur la nouvelle Terre et qui s'apparente beaucoup au niveau de la forme et puis du contenu. En fait, ça match très bien avec ce qui avait été ces pyramides-là lors de leur construction à l'origine. Euh, je regarde autour du site de Gizeh. C'est moins, je vois plus de verdure, hein, c'est moins désertique. C'est comme si le climat était plus tempéré, c'était moins chaleur extrême dans ces zones sahariennes, quoi. Euh, Il y a plus de végétation. C'est comme si la zone du Nil qui est assez, on va dire, suffisamment humide pour qu'il y ait pas mal de végétation, elle s'était étendue, cette zone de végétation s'était étendue euh, plus largement. Euh, alors, à l'intérieur des pyramides, ouais, c'est pareil, ça a été rénové aussi à l'intérieur et il y a des nouveaux accès qui ont été ouverts et c'est complètement accessible au public. Il n'y a pas de zone restreinte où on peut descendre. Ah ben, il y a des accès pour descendre vers des tunnels et des galeries en dessous qui communiquent avec le sphinx, le dessous du sphinx. Le sphinx, il a été restauré aussi. Euh, c'est pareil avec un revêtement qui est presque blanc. Non, c'est même pas presque blanc, c'est carrément blanc. Et donc c'est pareil, d'une façon ou d'une autre, ils ont réussi à retrouver les, ah oui, c'est ça. Ils ont fait de la lecture dans le passé. Sont allés chercher les informations avec des portails vers le passé pour savoir exactement comment était le sphinx à l'origine, comment il était fait, la structure, etc. Les pyramides aussi. Et une fois qu'ils ont eu suffisamment d'informations sur le sphinx d'origine et les pyramides d'origine, eh bien, ils ont, avec les nouveaux matériaux dont ils disposaient, ils ont fait quelque chose qui ressemble le plus possible à la version d'origine. Donc, ben, ils sont magnifiques, hein, aussi bien tous ces
ces bâtiments, que ce soit le sphinx ou les pyramides, elles sont vraiment magnifiques. Euh, et le sphinx, lui, il est réactivé aussi à sa façon avec, avec ce qu'ils ont fait au niveau restauration. Le sphinx, lui, il a un autre rôle que les pyramides. C'est pas un rôle pour produire de l'énergie. C'est un rôle de gardien. C'est un gardien des pyramides, en fait. C'est comme s'il y avait un champ énergétique tout autour des pyramides, enfin tout autour du sphinx qui inclut les pyramides, les principales, et qui les protège. Alors, ce système-là, il a pas... Il a été transformé, mais il permet de... S'il y avait par exemple des êtres régressifs, mais il n'y en a plus, hein, à ce moment-là, il n'y en a plus, extraterrestres, mais si à un moment donné il devait y en avoir qui essayaient d'envahir, voilà, ben cette espèce de protection énergétique, cet écran de protection, un peu comme ce qui a été décrit pour le monde du CJ, pourrait se réactiver et protéger toutes ces structures pyramidales, euh, toutes ces pyramides et tout le site en fait. Parce que le site, bon alors il est important parce il y a cette production énergétique, mais il y a aussi dans les sous-sols, euh, il y a il y a beaucoup de choses qui sont un peu l'histoire de l'humanité, quoi. C'est comme euh, des, des bibliothèques de l'histoire de l'humanité. Elles ont bien été préservées et même elles ont été enrichies. Euh, donc c'est en accès libre, mais toutes ces informations, certaines pourraient être utilisées si c'était par des êtres malveillants, ça pourrait leur donner de la puissance. Alors, le sphinx, lui, est capable d'installer un espèce de mur énergétique de protection. Si il y a des êtres qui sont mal intentionnés, qui vibrent bas, eh bien, comme au monde du CG, ils ne peuvent pas traverser ce mur de protection, ils ne peuvent pas aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça a été réactivé au niveau du sphinx. Voilà, donc ça c'est pour le site de Gizeh. Bon, je vais arrêter là, puis après peut-être je viendrai sur une autre vidéo sur d'autres sites.